Bonjour à tous. Comment les polyptychiens hypocrites à souhait qui se reproduisent en plus comme des lapins sortis de je ne sais quel fond de poubelle peuvent-ils agir en politique pour le bien commun sans savoir ce qu'est le bien commun, en plus en s'en fichant royalement et républicainement, et sans comprendre ni chercher à comprendre les fondements de la vraie politique, seuls comptent leur petite gueule et leur petit réseau de copinage malsain à ces traîtres à la France. Comment peut-on donc appréhender la politique, sauf à faire le kéké dans des plans com, si on ne comprend pas la société, si on ne cherche même pas à la comprendre? Et comment connaître ce qu'est la société si on ne comprend pas l'être humain, si on ne cherche même pas tout simplement à le comprendre, mais à l'humilier, cet être humain, doté pourtant d'une valeur infinie, d'aspirations légitimes? Comment le comprendre quand on lui tire des LBD dans la gueule tous les samedis en gazant après l'avoir parqué sur une place, en lui disant après coup quand il se plaint qu'il l'a bien cherché, ce barbare, cette bête étrange, qu'il faut le payer en dessous du SMIC pour lui redonner le goût du travail, à ce fainéant illettré et négatif et tellement réfractaire au changement de surcroît qu'il ne supporte même pas d'être exclu de l'humanité sans broncher. L'idée fondamentale est donc la suivante. Comment comprendre l'être humain pour pouvoir comprendre la société et pouvoir politiquement agir de la bonne manière en justice et vérité? C'est l'acte politique primordial, premier, vital. Et j'insiste, c'est l'acte politique primordial dont pourtant tout le monde se fout. Mais sans lequel tout débat politique est pourtant voué à être stérile et ridicule et toute action politique néfaste et nulle. C'est le premier acte politique à poser si on veut espérer un avenir autre que celui de la soumission à la finance apatride, ce parasite monstrueux qui vit sur notre dos à tous, les étudiants, les salariés, les chômeurs, les handicapés, les retraités, les non répertoriés. Tout doit y passer, déstockage massif avant liquidation totale. C'est le Black Friday pour l'humanité, tout ça pour nourrir la bête. La clé pour comprendre l'être humain. Un être humain est un être rattaché ainsi au domaine de l'existence, spécifiquement humain, appartenant aussi donc au domaine de l'apparence. J'ai développé cet aspect philosophique et ses ramifications juridiques dans la saison 1, je n'y reviens pas dans cette vidéo, mais j'y reviendrai par la suite, en partie dans une vidéo intitulée « Ces barbares qui nous font la morale ». Alors, vous voyez le tableau, on y voit l'être humain sous forme de dualité pour simplifier, il est corps et esprit, l'être humain pour le comprendre de la façon la plus simple, il faut partir de ceci. C'est un être de faculté qui se déploie dans plusieurs dimensions et qui pour bien fonctionner ont des besoins qui doivent être satisfaits par des biens dont on pourra voir les effets quand ils sont satisfaits ou non satisfaits, on va y venir. Et on verra que la société se comprend par analogie. Alors, ce qui est exposé ici, c'est juste fondamental et personne pourtant ne l'a jamais expliqué. Sont-ils engoncés à ce point dans leur ego, fainéants et incapables, tous ces philosophes et intellectuels? Vous allez avoir la réponse. Alors d'abord, l'être humain, il se déploie en 6 dimensions, plus une, physique, physiologique, affective, psychologique, intellectuelle et morale. Et puis dans le domaine de l'action aussi, qui est à part. Autrement dit, l'homme a un corps, un instinct, un affect, une mémoire, une raison et un libre arbitre qui lui permettent, si vous voulez, de connaître, de réagir, de ressentir, d'apprendre, de comprendre et de vouloir. On fera la transposition analogique à la société après. Donc l'homme se déploie dans 6 dimensions plus une, avec l'action, car il a 6 facultés, 3 liées au corps, 3 liées à l'esprit, présentées de manière ici schématique. Il a une dimension physique parce qu'il a un corps, le but de cette faculté est de permettre à l'homme d'appréhender le monde extérieur et d'accéder aux ressources utiles. Le moyen par lequel il le fait, il se meut dans l'espace et interagit par les sens qui lui permettent au total de regarder, d'écouter, de sentir, de toucher, de goûter, se mouvoir ou d'attraper. Cette faculté se caractérise par les sensations. Il a aussi une dimension physiologique parce qu'il a un instinct. Le but de cette faculté est de permettre à l'homme de préserver son intégrité physique et physiologique. Le moyen par lequel elle le fait, ce sont les réactions mécaniques, comme les pulsions liées à un état d'excitation, comme la faim, la soif, le besoin sexuel, les réflexes d'autoconservation liés à la survie physique qui aboutit à 3 solutions, le combat, la fuite, l'inhibition,
Les réflexes d'autoconservation liés à la survie physiologique, nutrition, digestion, sommeil, respiration, elles se caractérisent par la sensitivité. Alors il y a une dimension également affective parce qu'il a un affect. Et le but de cette faculté est de permettre à l'homme de ressentir. Le moyen par lequel elle le fait, ce sont les émotions. Il fuit ce qui lui nuit et cherche ce qui lui convient. Je ne développe pas ici. Cette faculté se caractérise par la sensibilité. Il a également une dimension psychologique parce qu'il a une mémoire. Le but de cette faculté est de permettre à l'homme de connaître et de se connaître, c'est la représentation de soi et du monde. Et le moyen par lequel il le fait, c'est la psyché, le moins inconscient, qui fait l'acquisition et le traitement des informations par l'enregistrement du vécu, des connaissances, etc., de façon organisée par le classement, l'encodage, la restitution, par l'enregistrement des informations venues des sens, colorées par les émotions, par l'enregistrement des pensées, des concepts et des choix, ce qui s'appelle souvenir et imagination, accessible en partie à la pensée consciente. Et elle se caractérise initialement par l'inexpérience. Il a également, cet être humain, une dimension intellectuelle parce qu'il a une raison. Le but de cette faculté est de permettre à l'homme de mettre en relation les informations pour comprendre et reconnaître ce qui est vrai, conforme au réel. Le moyen par lequel elle le fait, c'est la logique, à la fois matérielle et formelle, je ne développe pas ici, même si ça serait intéressant, accessible à la pensée consciente. Elle se caractérise initialement par l'ignorance. Il a aussi une dimension morale, parce qu'il a le libre arbitre, et le but de cette faculté est de permettre à l'homme de vouloir. Le moyen par lequel elle le fait, cette faculté, ce sont les décisions du jeu, pensée consciente a priori, consistant à peser et choisir, à faire des choix après des arbitrages entre passion, entre raison, entre passion et raison. Elle se caractérise initialement, cette faculté, par l'incapacité. Toutes ces facultés, pour bien fonctionner, ont des besoins à satisfaire. Ces besoins sont satisfaits par des biens spécifiques. Vous voyez, le corps a des besoins, manger, boire, dormir, se soigner. Les biens qui satisfont ces besoins, ce sont la nourriture, les boissons, les médicaments. En cas de satisfaction des besoins, on a la santé et le confort. En cas de non-satisfaction des besoins, on a le manque. L'instinct a besoin de sécurité et de fuir l'insécurité. Il l'obtient par la protection d'un espace vital sécurisé et grégaire, la vie en groupe. En cas de satisfaction des besoins, on a la sécurité physique. En cas d'insatisfaction des besoins, on a l'insécurité. L'affect, quant à lui, a besoin de sécurité affective, d'être aimé. Il le satisfait par la recherche de relations épanouissantes fondées sur l'amour, la confiance, le respect. En cas de satisfaction des besoins, on a la sociabilité. En cas d'insatisfaction des besoins, le rejet. La mémoire, ensuite, a besoin de construire une identité personnelle équilibrée, une représentation de soi et du monde positive et cohérente. Elle l'obtient par des expériences constructives. En cas de satisfaction des besoins, on a la santé mentale. En cas d'insatisfaction des besoins, la vulnérabilité. La raison, ensuite, a besoin de l'enseignement de connaissances. Elle l'obtient par l'instruction. En cas de satisfaction des besoins, on a l'intelligence logique, formelle et matérielle. En cas d'insatisfaction des besoins, le doute. Le libre arbitre a besoin de l'enseignement de règles morales, enfin. Il l'obtient par l'éducation qui consiste à apprendre à user correctement de son libre arbitre dans le respect du principe d'égalité de valeur des êtres humains, j'y reviendrai. En cas de satisfaction des besoins, on a la liberté, qui est l'usage raisonné et raisonnable du libre arbitre. En cas d'insatisfaction des besoins, l'impuissance, qui est l'absence de contrôle. Alors à ce point précis de la présentation, je dois vous préciser que nous avons tous en nous-mêmes un gardien invisible, bienveillant et zélé, et même trop zélé, notre inconscient, notre psyché, comme je l'appelle. Et notre psyché, elle veille au maintien de notre équilibre psychologique. C'est sa mission. Plus spécifiquement, la psyché veille à ce qu'il n'y ait pas de dommages portés à notre fragile attention consciente, vulnérable, par une surcharge d'informations, donc elle classe, par la transmission d'informations sensibles, traumatisantes, culpabilisantes, donc elle obère, le manque de rapidité de réaction de la transmission des informations utiles, donc elle verse dans le stéréotype, le raccourci rapide et donc pas toujours adapté et sujet à erreur.
Et c'est là, on va le voir, que tous les manipulateurs politiques, publicitaires et autres perfides s'y engouffrent pour manipuler. L'incohérence entre nos valeurs intérieures et nos actions extérieures. Ça aussi, les manipulateurs aiment bien. C'est étudié par la psychologie de l'engagement. Et cette branche est très étudiée par tous les publicitaires, communicants et autres marchands de tapis qui cherchent à engager nos actions par un effet de levier, en nous faisant croire que nos décisions sont prises librement, alors même qu'elles sont altérées par nos biais cognitifs, et les techniques commerciales ne visent au fond qu'à ça, pour que nous nous conformions au final à ces actions engagées malgré nous, et ce grâce à une disposition de la psyché. Notre inconscient est inconfortable avec l'incohérence et va nous conduire à rationaliser. Autrement dit, à conformer nos valeurs avec les actes posés. Et c'est ce qui se passe à toutes les élections et entre toutes les élections avec le gouvernement d'opinion. Un petit exemple, l'Institut de sondage BVA en 2015, je crois, avait été récompensé par ses pairs pour un article qu'il avait sorti qui s'appelait, intitulé « Nudge me tender ». Manipule-moi en douce. Bref. Pour accomplir sa mission, la psyché utilise des schémas de fonctionnement prédéfinis, qui sont identiques à tous les êtres humains, puisque tous les êtres humains ont des facultés identiques et qui, pour fonctionner convenablement, ont des besoins à satisfaire. Du coup, il y en a 6 catégories, 6 grandes catégories de biais cognitifs, intangibles, liés aux facultés de l'homme. On les a vus, manque, menace, rejet, vulnérabilité, incertitude, impuissance. Et notre psyché va considérer comme zone de danger la vulnérabilité psychologique et va par analogie étendre ce besoin de solution qu'on peut traduire par peur aux autres domaines et en définir des zones inconscientes de danger propres à chacune. À ces zones de danger considérées comme un problème, notre psyché y apporte sa solution et la psyché de chaque individu trouve toujours les mêmes solutions puisque nous avons tous les mêmes facultés, comme j'ai dit. Et cette solution, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ce sont des zones de confort qu'elle crée, la psyché, et vers lesquelles elle nous attire inconsciemment, ce qui prédéfinit pour nous des comportements et des réactions standardisées, de véritables raccourcis simplifiés, sujets à erreur, nos biais cognitifs. Mais ce qu'elle perd en qualité de traitement de l'information, elle le gagne en temps, une donnée jugée plus importante selon elle. Vous, moi, toute personne sur cette terre, tout le monde en est là. Ainsi, elle développe des peurs de vulnérabilité multiples relatives à chaque faculté et qui pourraient, ces vulnérabilités, si elles atteignaient notre conscience, lui porter préjudice selon elle. Vous avez compris, elle développe ainsi une farouche appréhension de ce qu'elle considère comme des zones de danger et cherche à contrario à établir des zones de confort. Cette intendance zélée, cette interface intuitive, ce gardien bienveillant de nous-mêmes veut accomplir sa mission coûte que coûte. La contrepartie, c'est qu'elle en vient à tronquer les perceptions, les réactions, les émotions, la mémoire consciente, la raison et la volonté. Et ces raccourcis, nous les nommons biais cognitifs. Pour la psyché, la fin justifie les moyens. Alors, que nous susurre-t-elle à l'oreille ? J'ai peur de manquer. Donc j'ai tendance inconsciemment à rechercher le confort, le réconfort, la récompense. Plus ça flatte l'essence, plus c'est rapide, plus c'est gros, et mieux c'est. Bref, j'ai tendance à rechercher inconsciemment au moins le confort et le réconfort promis par les signes de prospérité, donc à accorder de la valeur aux choses signifiées par ces signes. J'ai peur inconsciemment d'être banni du groupe, mis hors du banc, et d'être menacé, et d'être alors en danger. Donc je cherche inconsciemment une protection auprès d'un groupe et d'un chef auquel je me soumets. Clan, territoire, chef, instinct grégaire. Bref, j'ai tendance à rechercher au moins inconsciemment la sécurité promise par les signes d'autorité, enfin, en théorie. J'ai peur inconsciemment d'être rejeté par les autres, de ne pas être apprécié, de perdre mes relations sociales, mon statut social. Donc je fais tout pour avoir des relations satisfaisantes, être intégré, être aimé. Je fais comme les autres, je rends tout le bien qu'on me fait, je me replie si on me rejette. Bref, j'ai tendance, au moins inconsciemment, à rechercher les signes d'approbation.
J'ai peur inconsciemment qu'on exploite mes failles, donc je fais tout pour avoir plus de valeur à mes yeux et apparaître sous mon meilleur jour aux yeux des autres. Je cache mes failles aux autres, voire à moi-même, en me forgeant une carapace de représentation de mon passé, un masque, c'est l'étymologie du mot personne en étrusque. Je recherche l'invulnérabilité promise par les signes de force mentale en copiant les modèles qui me sont proposés. J'ai peur inconsciemment de l'incertitude, donc je me construis une histoire qui donne du sens à mon présent, j'adhère à des croyances, non par conviction, mais pour éviter inconsciemment les incertitudes, je recherche les signes de confirmation de ce que je crois, et j'évite le reste. Je précise que ça n'empêche pas, bien sûr, qu'une croyance soit vraie, on verra ça plus tard, en s'attardant sur la vérité portée par le principe d'égalité de valeur des êtres humains. Une croyance qui va à son encontre est purement barbare. J'ai en tête en fait surtout ici ce qu'on appelle les opinions. Je ne sais pas, mais je pense que parce que ça me rassure de ne pas être dans l'incertitude, que je ne veux pas apparaître comme faible en n'ayant pas une opinion tranchée. On devrait préférer ainsi les gens qui savent dire je ne sais pas quand ils ne savent pas plutôt que ceux qui disent je sais alors qu'ils ne savent rien, comme les pauvres ministres et députés qui doivent servir la soupe à la population dans les médias mais qui s'embourbent à la première louche. J'ai peur inconsciemment de perdre le contrôle. L'incohérence est vue comme ici y portant atteinte. Donc je me fabrique ici une illusion de contrôle pour l'avenir, de maîtrise des événements futurs. Je recherche des signes de contrôle, horoscope et autres trucs. Voici donc les 6 domaines qui forment les 6 catégories de biais cognitifs qu'on va survoler. Je ne fais pas dans le développement personnel. Lié au sens, d'abord, il y a le biais de satisfaction immédiate. Il faut que ça flatte les sens de suite, que ça pète en bouche, que ça soit spectaculaire avec son et lumière. Une expérience utilisateur incroyable, comme disent toutes les pubs d'aujourd'hui. Il y a aussi le biais de surréaction à la perte ou des coûts irrécupérables. J'ai payé mon ticket de cinéma, alors je regarde jusqu'à la fin, même la plus grosse bouse. Ou le biais de rareté, entre autres, ça les vendeurs de tout et de rien, ils adorent jouer dessus, des stockages massifs avant liquidation, Black Friday, édition limitée, fin de stock. Ensuite, les biais cognitifs liés à l'instinct, le tribalisme, les rites initiatiques pour entrer dans la tribu, comme les bizutages pour ne pas être mis au banc, le conformisme aux règles du groupe et au chef auquel on se soumet, avec définition du clan par opposition à un autre clan ennemi. Ensuite, les biais cognitifs, il y a l'affect, comme l'effet de mode. Vous savez, ce qui joue sur nous avec l'influence du nombre de likes ou des gens qui applaudissent en nombre, en arrière-plan dans une émission ou un meeting. Ou le biais de réciprocité, par lequel je donne en attendant d'avoir une récompense en retour. Ou l'effet de simple exposition. À force de voir la tête d'un gonze, on finira par l'apprécier, d'où les milliers d'heures d'antenne offerte à Pinocron pour être élu, et oui, il occupe l'espace médiatique qui sature nos biais cognitifs jusqu'à le positionner émotionnellement et non pas rationnellement, lui le fantoche, en candidat en lice pour la présidence, et même à être élu. Ensuite, les biais cognitifs liés à notre psychologie, je me crois supérieur aux autres parce que j'ai plus d'argent ou que sais-je, alors qu'on a tous la même valeur. Il y a aussi les biais liés à la mémoire qui nous contraignent aussi à préférer le statu quo si le changement est perçu comme ayant des effets négatifs. Ici, l'idée c'est on sait ce qu'on a même si c'est pas top et on ne sait pas ce qu'on n'aura pas après si on change du coup. On accepte de mourir à feu doux. C'est aussi la disponibilité en mémoire. On fait exister un guignol qui ne le mérite pas en le faisant passer matin, midi et soir au télétroscope. Ensuite, vous avez les biais liés à notre raison, les biais de cadrage et d'ancrage. On vous donne des chiffres, 90% des Français pensent que Macron est un bon président et pas un psychopathe haineux. L'esprit humain, même s'il conteste le chiffre, il reste autour de l'idée, il s'ancre. Il ne pensera jamais que seul 1% des gens approuvent la politique qui les rend super riches. Vous avez également le biais narratif. On se fabrique des histoires pour donner du sens et dans la politique depuis toujours, ce n'est pas la vérité qui compte, c'est la crédibilité des histoires. Triste. Vous avez le biais de croyance qui pousse à s'emmurer dans des certitudes pour éviter de se retrouver confronté à nos doutes, à nos erreurs.
Ça, les macronistes, ils pratiquent beaucoup. Et vous avez enfin les biais cognitifs liés au libre arbitre qui nous poussent à créer des illusions de contrôle avec la superstition, à ne retenir que ce qui confirme les histoires qu'on s'est créées ou qui nous poussent à juger une personne par l'effet de halo en la mettant dans une catégorie parce qu'elle a tel ou tel attribut. En politique, Pinocron et consorts nous la font à l'envers en assimilant souveraineté à fascisme. Bref. Et je ne vous parle pas de ce qui se passe quand, même avec la meilleure volonté du monde, notre psyché ne peut plus atténuer la dure réalité. Juste un exemple avec l'impuissance acquise. À force de subir une situation durable ou répétée sans plus pouvoir rien faire, c'est-à-dire le sujet fait l'expérience de son absence de maîtrise sur les événements, et à laquelle, malgré tous ses efforts, il ne peut échapper, alors il acquiert ce sentiment d'impuissance permanente et générale qui produit la résignation et qui vire en sidération avec la dépression et le désespoir. Et la résignation engendre la soumission, tout ça dans le but de briser la volonté de résistance. Et des expériences ont été menées avant de l'être sur nous. Dans l'une d'elles, 3 groupes de chiens sont étudiés. Les 2 premiers groupes de chiens ne reçoivent des chocs électriques que s'ils échouent à un test, mais les chiens de 3e groupe ne peuvent pas agir par eux-mêmes pour échapper à un choc électrique. Ils sont tributaires du comportement des chiens du groupe 1 et 2. Au bout du compte, les chiens du groupe 1 et 2 se sont rétablis rapidement de leur expérience, tandis que les chiens du groupe 3 ont appris à être impuissants et ont montré les symptômes similaires à la dépression chronique. L'impuissance acquise, c'est une arme redoutable utilisée contre les peuples. Je vous ai parlé également d'un 7e domaine, le domaine de l'action, celui qui révèle notre liberté. Vous avez compris, avec tous ces biais cognitifs, on est loin d'être libre, on est manipulable à souhait. Si nous voulons être libres en vérité, il nous faut quoi ? Il nous faut faire un bon usage du libre arbitre. Plus particulièrement, il faut faire un usage raisonné et raisonnable. Soumettre le côté animal inconscient et automatique à la raison consciente, s'efforcer autrement dit de ne pas rester en pilote automatique, de ne pas être un simple spectateur de notre vie, et en suivant, et c'est complémentaire, il faut soumettre la raison consciente, par la logique formelle ainsi que matérielle, à la vérité, que je résume dans un principe absolu, le principe d'égalité de valeur des êtres humains, dont j'ai parlé en saison 1 et dont je reparlerai plus en détail dans la vidéo sur ces barbares qui nous font la morale. Afin de pouvoir, et c'est là le but, exercer consciemment nos choix, histoire d'être libre, réellement libre. Et toute la société actuelle, vous l'avez compris, s'acharne à faire de nous le contraire, c'est-à-dire de simples automates en captivité, soumis aux biais cognitifs, esclaves des passions et sans la boussole de la raison, vous aurez compris. Alors la société, on va l'analyser maintenant en copier-coller de ce qu'on a vu pour l'être humain, ce qui confirmera, s'il en est besoin, la justesse du propos. La clé pour comprendre la société. La société doit se penser par analogie à l'homme. C'est le seul moyen de la comprendre et c'est logique. J'ai déjà fait une vidéo plus complète pour comprendre la nation, je vous y renvoie pour le détail des mécanismes. Elle est totalement fondamentale. Et là, je vais me contenter d'énoncer les grandes lignes. Alors, vous voyez, la société a un corps social, un instinct de conservation sociale, un affect social, une mémoire collective, un génie national et une volonté générale. C'est l'équivalent pour l'homme du corps, de l'instinct, de l'affect, de la mémoire, de la raison et de la volonté. Les 6 domaines dont je vous parlais, physique, physiologique, affectif, psychologique, intellectuel et moral, deviennent économique, militaire, social, civique, culturel et juridique. Le besoin de manger satisfait par la nourriture, par exemple, devient au niveau collectif le besoin de consommer satisfait par la production. Le besoin de survie satisfait par un espace vital protégé devient au niveau collectif le besoin de sécurité satisfait par la protection accordée par le groupe et le chef. Le besoin de sécurité affective, satisfait par un cadre relationnel épanouissant, devient au niveau collectif le besoin de l'intégration satisfait par la justice sociale. Le besoin de construction d'une représentation de soi et du monde positive et cohérente, satisfait par des expériences positives, devient au niveau collectif le besoin d'une identité collective assumée, satisfait par un imaginaire collectif unifié. Le besoin d'enseignement de connaissances satisfait par l'instruction de connaissances devient au niveau
collectif, le besoin d'une base commune d'interprétation du sens du vivre ensemble, satisfaite par des valeurs explicatives culturelles d'explication du monde. Le besoin d'enseignement des règles morales, satisfait par l'éducation, devient au niveau collectif. Le besoin de civiliser le vivre ensemble, satisfait par des règles juridiques communes. Si les besoins du corps social sont satisfaits, on a le plein emploi et la richesse, sinon on a le chômage et la pauvreté et la précarité. Si les besoins de l'instinct social sont satisfaits, on a la sécurité et la paix, sinon on a l'insécurité et la criminalité. Si les besoins de l'affect social sont satisfaits, on a la cohésion sociale, sinon on a l'exclusion sociale. Si les besoins de la mémoire collective sont satisfaits, on a le civisme, sinon on a le repli et l'individualisme. Si les besoins du génie national sont satisfaits, on a un conflit politique civilisé, sinon on a des conflits politiques violents et du terrorisme intellectuel. Des tribunaux d'inquisition de la pensée. Si les besoins de la volonté générale sont satisfaits, on a l'obéissance civile et la paix, sinon on a la désobéissance civile et l'anarchie. Alors pour l'homme, en tant qu'individu, on comprend bien qu'il se dirige lui-même, que son besoin, il cherche à le satisfaire lui-même, mais pour une société, ce n'est pas pareil. Le pouvoir politique est nécessaire pour mettre les besoins en face des biens, pour coordonner le tout. Vous voyez donc apparaître un 7e domaine. Outre le domaine économique, militaire, social, civique, culturel, juridique, c'est le politique qui répond aux besoins d'organisation de la vie collective. Je détaille pas ce que j'ai expliqué dans la vidéo sur la nation, je rappelle simplement que les besoins du corps social, s'ils sont satisfaits dans la durée par son action, le pouvoir politique aura créé, en sus et malgré lui, la nation. Sa légitimité au pouvoir politique dépend alors de sa faculté à faire ce pourquoi il existe, mettre les biens collectifs en face des besoins collectifs pour les satisfaire. On voit donc, en parfaite conséquence, apparaître les 6 buts de l'action politique qui se dessinent. Garantir l'accès de tous à la production, garantir l'ordre public, garantir la justice sociale, garantir l'unité nationale, garantir la confrontation pacifique des idées politiques et garantir la sécurité juridique. Alors les moyens souverains par lesquels le pouvoir politique peut accomplir ces missions, ce sont les suivants. Les pouvoirs régaliens, c'est-à-dire battre monnaie, constituer une police et une armée au service du collectif, pas des mercenaires payés à la prime, créer des services publics, entretenir la flamme des repères collectifs, comme les commémorations, sans les dénaturer ou les salir comme on fait depuis un demi-siècle, et enfin, ériger un état de droit avec séparation des pouvoirs et soumission de l'administration au principe de l'égalité. Autrement dit, pour une nation, bien utiliser sa souveraineté conduit à l'indépendance nationale. De la même manière que pour un être humain, bien utiliser son libre arbitre conduit à la liberté. Vous aurez compris que si on prive un être humain de son libre arbitre, il est esclave de celui qui l'en prive. Que de la même manière, priver une société de la souveraineté, c'est la rendre esclave de celui qui l'en prive. Et le maître des nations depuis trop longtemps, c'est la finance, sa patrie. Vous avez là les clés de compréhension de l'être humain et de la société. Ces clés sont l'acte politique primordial et elles doivent être mises en relation avec ce que j'ai présenté dans la saison 1, les vraies valeurs et dont je reparlerai, le principe d'égalité de valeur des êtres humains, le principe de liberté responsable et celui de la nation fraternelle. Sans oublier les vidéos de l'Union européenne, un empire ultralibéral qui montre le combat acharné entre nations et empires dans l'histoire, combat que nous avons perdu depuis plus de 100 ans, comme je le montre dans la saison 2. Nous avons perdu de nombreuses batailles, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Merci de votre écoute et à bientôt.